Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, on accueille un homme qui se bat depuis des décennies pour défendre ses idées, défendre la liberté scientifique et académique, défendre les minorités religieuses et politiques de son pays, la Tunisie. Un pays qui souffre depuis des décennies de dissensions politiques et religieuses, de difficultés économiques, et depuis l'arrivée au pouvoir du président Kais Saïed, les attaques sont de plus en plus fortes contre celles et ceux qui défendent la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté scientifique ou encore la défense des migrants. Notre invité ce soir pour en discuter, c'est Habib Kasdarli. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Bonsoir Habib Kasdarli. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté surtout. Vous êtes historien, vous avez été doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba, université située dans la périphérie de Tunis de 2011 à 2017. Vous avez été élu quelques mois après la fuite du président Ben Ali dans un contexte de montée de l'islamisme en Tunisie, ce qui vous a valu des menaces, des agressions, un procès. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission et de voir avec vous comment la situation a évolué aujourd'hui. Et on parlera également de votre dernier ouvrage, Les Juifs, nos frères en patrie, études et documents sur les Juifs de Tunisie, publié chez Santillana. Alors, ce livre, il est publié dans la collection Tunisie plurielle, une collection que vous dirigez, Habib Kasdarli. Est-ce que l'objectif, c'est de montrer que la Tunisie, elle n'est pas constituée d'un peuple unique, univoque, montrer finalement que la Tunisie a un passé et un présent pluriel? Oui, c'est l'objet parce que, comme pas mal de pays, il y a un récit national qu'on essaie de faire passer par moments comme outil de travail politique pour rassembler. Évidemment, pour rassembler, c'est plus simple de dire que nous sommes tous unis, mais à condition que ça ne devienne pas avec des préjugés pour dire que c'est la race pure ou la race élue. Mais la Tunisie, évidemment, il a une longue histoire. C'est un pays carrefour qui a connu plusieurs civilisations. Évidemment, le substrat est berbère, auxquels se sont ajoutés les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Turcs, comme mon nom l'indique. Et donc, pour moi, c'est la culture, disons, qui s'est imposée, c'est un peu la culture arabo-musulmane. Mais évidemment, ça n'empêche qu'il y a eu c'est toujours un pays carrefour de la Méditerranée avec 1300 km de côte, donc c'est normal que c'est un pays qui ne pourrait être que pluriel au sens plusieurs affluences, plusieurs confluences. Donc c'est d'où l'idée de montrer cela. C'est dans mes recherches, je l'ai fait sur le mouvement ouvrier pour montrer que le nationalisme, même s'il a joué le rôle le plus important dans la lutte anticoloniale, mais ça n'empêche que la Tunisie est aussi un pays riche au niveau des luttes syndicales, des luttes politiques de gauche. Oui, parce que vous avez travaillé plus particulièrement sur les Juifs, on en parle, les Juifs de Tunisie, c'est l'objet de votre dernier livre, mais également sur les communistes de Tunisie pour montrer qu'ils étaient présents en tout cas. Montrer que c'est un champ important de la recherche universitaire. Et donc, notre rôle, notre devoir, en tant qu'historien, en tant que chercheur du passé, est de reconstituer tous les éléments de la belle mosaïque Tunisie. Mais alors, vous le disiez, le récit qui circule le plus en Tunisie, c'est plutôt un récit arabo-musulman. Quel est le risque pour vous de ce récit hégémonique? En quoi est-ce un problème, finalement, qu'il n'y ait pas eu un renouvellement dans la manière dont on décrit l'histoire? La chose la plus grave, c'est l'aliénation. Vous allez à Tunis, donc vous allez voir des églises, et plusieurs églises, vous allez voir une synagogue, vous allez vous poser la question, pourquoi ces bâtiments sont là? Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a eu des gens, des fidèles de ces lieux de culte, comme il y en a eu, qu'il y en a toujours pour les musulmans. Donc c'est au contraire, montrer cela, faire connaître cela, c'est une preuve de richesse et qui aide le vivre ensemble, qui aide que les gens, une manière de connaître, que l'autre n'est pas forcément l'ennemi, mais l'autre est avec nous, il peut vivre avec nous.
Alors, on va continuer à parler de l'importance de ces communautés et de la situation aujourd'hui en Tunisie, mais je voudrais quand même faire un bond dans le passé. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Habib Kaz Darli, on va se replonger en 2011. Vous avez été élu doyen de la faculté 6 mois après la fuite du président Ben Ali. Un moment où, petit à petit, les tensions sont montées sur le campus. Vous assistez à la bipolarisation à ce moment-là de la société tunisienne qui était divisée entre un camp islamiste et un camp dit moderniste. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là? Oui, effectivement, parce que c'est là. Évidemment, je ne suis pas étranger à ces élections parce que j'ai toujours participé. Je suis syndicaliste, donc j'ai une vision on a toujours réclamé que l'université soit gérée d'une manière autonome. Nous avons toujours milité pour des libertés académiques, pour de l'ouverture, donc des cours, pour que que nos cours soient accompagnés de sorties de terrain, chose qui n'était pas toujours bien accueillie, qu'on parte avec les étudiants sur le terrain. Donc, mais on l'a fait, mais c'était l'occasion. Oui, d'ailleurs, votre université, la Manouba, était vraiment réputée pour déjà ce côté un peu résistance, oui, en tout cas engagé. Oui. Donc, évidemment, la situation est devenue autre à partir des élections. J'étais élu, comme vous l'avez dit, quelques mois après, mais j'étais élu au mois de juin, mais la chose nouvelle, c'est qu'à partir d'octobre, avec la vague de la victoire de l'islam politique au pouvoir, il y a d'autres groupes qui étaient plus à droite, disons, plus extrémistes que déjà, ils sont extrémistes, ceux qui ont pris le pouvoir, mais il y a d'autres qui ne croient pas ni à la démocratie, ni à la modernité. Donc, ils ont une vision de transformer l'université selon leur vision. Donc, s'ils avaient toute vision, même si elle est extrémiste, elle est là. Donc, s'ils acceptent les autres. Mais là, c'est une vision totalitaire, hégémonique, qui a voulu dire... la symbolique, c'est que pour les femmes, c'est le voile intégral, le niqab. Donc ils voulaient que l'université autorise le niqab. Non, presque. Ils veulent que ce soit ça devienne l'habit. Et puis, en second lieu, c'est la mosquée. Évidemment, les gens sont libres de fidèles, donc, mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'université que la mosquée doit être là. Voilà, donc, mais nous avons essayé de les convaincre, etc. Mais ils ont voulu imposer leur loi en me faisant sortir de mon bureau. Et donc, ils ont occupé pendant des mois l'université. Et c'était devenu une lutte internationalement connue, avec des moments de tension, avec l'apparition d'autres facteurs. Oui, votre bureau a été saccagé, vous avez été poursuivi parce qu'on vous a accusé d'avoir giflé une des étudiantes qui avait été exclue. Vous avez été acquitté en 2013. Ça a duré 2 ans. Oui, avec des tensions très fortes. Et vous estimiez à cette époque-là que les attaques contre la Manouba, elles étaient une phase d'un vaste projet mené par les ennemis de la Tunisie des Lumières et de la modernité, qui voulait imposer un modèle sociétal à tout le pays en passant par la mise au pas de l'université. C'est ce que vous disiez à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on était vraiment là-dedans maintenant avec le recul ? Oui, certainement, je suis convaincu. C'est en passant par l'université, parce que pourquoi l'université, c'est les étudiants, c'est la jeunesse, et donc l'embrigadement, évidemment, on a vu même des étudiants embrigadés sur le terrain, mais aussi embrigadés pour d'autres luttes. Donc il y a parmi eux ceux qui étaient partis faire le djihad ailleurs, donc en Syrie ou en Irak. Donc on voit toute la catastrophe qui est engendrée. Donc la volonté était là, et évidemment mes collègues ont joué un rôle, les étudiants aussi qui ne partageaient pas cette idée-là, ils étaient là pour une grande opération de résilience qui s'est faite. Et donc, évidemment, c'est 10 ans après ou 15 ans après, donc oui, c'est un grand moment, et les gens
rappelle de cela, évidemment. L'essentiel que maintenant, c'est que l'université joue son rôle, évidemment. Elle a d'autres problèmes, évidemment. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas l'unique problème, parce qu'on nous disait, est-ce qu'il n'y avait que ce problème à l'université? Non, il n'y avait pas que ce problème-là. La question des libertés académiques se pose toujours. L'innovation, inventer de nouvelles méthodes, etc. C'est moderniser l'université. C'est un grand problème. La question de l'emploi, former des gens pour quoi faire. Donc, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés économiques en Tunisie, un chômage, et particulièrement le chômage, ce qu'on appelle des diplômés. Parce que l'État, comme partout, nous sommes en Belgique maintenant, il y a 3 jours de grève, l'université est bloquée, ça me rappelle ces moments. Évidemment, l'État se désengage, et lorsqu'il se désengage, notamment sur le transport, sur l'éducation et sur la santé. Donc c'est ce qui marque en fait le rôle de l'État, il se manifeste dans ces domaines-là, il est en train de se désengager. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes-là et régler le problème du chômage, notamment des diplômés. Il y a une catégorie aujourd'hui, si le chômage en Tunisie est à peu près de 15%, au niveau national, ce pourcentage devient le double au niveau des diplômés de l'université. C'est des gens que l'État s'est investi, a donné de lui-même pour les former, et finalement, ils ne servent plus à rien. Il y a des gens qui, pendant 10 ans, ils attendent, des docteurs même. On parle du phénomène des gens qui ont des doctorats. Donc, pas seulement des diplômes de licence, mais de doctorats qui ont fait au moins 8 ans, 10 ans et ils se retrouvent avec une spécialisation poussée dans un domaine, mais qui n'ont pas été formés pour en faire d'autres. Et ça, c'est du gâchis. D'où l'idée de chercher à partir et à se sentir inutile, alors que le jeune, c'est le moment où il peut donner à son pays. D'ailleurs, il y a quelques jours, là, le 22 novembre, plus de 2000 personnes, militants associatifs et politiques, citoyens, ont défilé à Tunis pour la défense des libertés politiques et pour une amélioration des conditions économiques. On voit quand même que ces libertés politiques, aujourd'hui, elles sont, la liberté d'expression aussi, elles sont attaquées en Tunisie. On a plusieurs opposants, des journalistes, des avocats, des travailleurs humanitaires qui sont emprisonnés. Ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui en Tunisie de défendre ces libertés? Oui, compliqué, évidemment. La preuve qu'il y a des gens qui sont des journalistes, des politiques qui sont emprisonnés, mais je dirais que c'est en regardant aussi avec recul que cet élan qu'avait connu la Tunisie, même s'il est en difficulté, ce qu'on appelle la transition, c'est parce que en historien, donc je vois la transition comme une phase historique. Donc là, même s'il y a 15 ans depuis 2011, mais nous sommes toujours, à mon sens, même s'il y a eu des phénomènes régressifs, nous sommes toujours dans cette recherche. Donc, si je vois les grands changements historiques, donc en Belgique ou bien en France, donc il y a toujours 2 décennies, 3 décennies comme ça où il y a une recherche. Donc il y a une recherche. Évidemment, il y a une certaine vision qui voudrait dire que tout a été un échec, une décennie d'échecs, donc de 2011. Moi, je pense que nous avons beaucoup appris. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que des échecs, il y a des choses positives qui sont ressorties quand même de cette transition. Oui, il y a certainement des échecs, mais je suis enseignant, donc je vois mes étudiants, les élèves ne se forment qu'en faisant des erreurs. Et là, en démocratie, nous étions des débutants dans la démocratie. Peut-être qu'on n'a pas su, peut-être qu'il y a des gens qui ont instrumentaliser ces moments-là pour leur propre compte. Il y en a partout, mais ça ne veut pas dire que l'idée, c'est que la démocratie, le progrès, c'est-à-dire et les lumières ont été ouvertes à partir de 2011. Il y a des va-et-vient, mais l'essentiel que cet élan, et vous venez de parler de la manifestation de samedi dernier, donc elle a montré que c'est des gens, il n'y avait pas de grands partis
Ce qui a frappé, c'est que c'est l'apparition des jeunes qui ont souffert, qui ont dit que la révolution nous a été confisquée parce que il y a d'autres catégories ou d'autres générations qui s'étaient mises sur la scène, et maintenant c'est les jeunes qui reprennent, parce que ceux qui manifestent aujourd'hui, des fois, ils n'avaient que 10 ans en 2011, donc c'est normal. Aujourd'hui. Mais il y avait déjà cette jeunesse en 2011. On mettait en avant cette jeunesse qui était à la manœuvre lors de la révolution. Des fois, elle souffrait, elle se sentait un peu c'est-à-dire marginalisée par des générations qui avançaient. Donc, ils disaient, nous étions au devant de la scène, mais par la suite, au niveau de la représentation, nous étions donc là, ils reprennent la place, et c'est normal, c'est tout à fait normal. L'essentiel qu'on soit autour d'un projet, et l'objectif, c'est toujours de chercher du meilleur, donc au niveau du progrès, au niveau de la démocratie. Donc vous avez encore de l'espoir dans la démocratie tunisienne? Toujours. Je ne vis que de ça. Évidemment, je n'exclus pas qu'il peut y avoir des reculs aussi. Bon, mais l'essentiel, c'est du moment qu'on croit parce que celui qui n'agit pas, ça donne quoi? On va se replier sur soi, et nous connaissons les replis. Si les jeunes ou une société sans politique, sans parti, sans syndicat, donc certains peuvent être tentés pour dire que voilà, je peux vous guider seul. Mais ça, toutes les expériences ont échoué. Tous ceux qui ont voulu et espéré peuvent même par bonne volonté dire que c'est mieux qu'il n'y ait pas de parti, c'est mieux qu'un seul chef qui dirige tout. Mais bon, partout, cette forme de gestion a échoué. Donc, même elle peut réussir par moment, quelques moments, mais ses conséquences sont très graves. Parce que finalement, lorsqu'il y a une seule idée, la pensée unique entraîne toujours que beaucoup de gens se sont exclus, et forcément on va leur dire qu'on va les transformer en ennemis de l'intérieur ou bien non. Voilà, donc je pense que c'est tout ça. Nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes encore dans une phase de transition. Des fois, on va voir des éléments beaucoup plus positifs, comme ce fut le cas au moment de ces luttes entre modernistes et obscurantistes, à la limite. Donc aujourd'hui, le combat continue. Donc c'est pour la Tunisie. Il n'y a pas d'autre objectif que de voir une Tunisie meilleure. Alors, Habib Kasdarli, je l'ai dit en introduction, votre dernier livre, il porte sur les Juifs de Tunisie. Vous travaillez aussi sur les communistes de Tunisie et toutes ces minorités politiques et religieuses de Tunisie. Mais vous avez aussi été attaqué pour ça. Et vu qu'on parle de liberté académique, de liberté scientifique, vous en avez parlé. En 2023, par exemple, on vous a reproché de travailler sur la question juive. On vous a retiré ce titre de professeur émérite au sein de l'université parce que vous participiez à une conférence à Paris où il y avait aussi des chercheurs et des universitaires israéliens. Ça veut dire quand même que cette liberté universitaire, cette liberté de recherche, elle n'est pas encore, elle n'est pas acquise, et que ce soit en Tunisie ou ailleurs, parce qu'on voit que c'est un peu partout. En ce moment, la situation n'est pas meilleure. Donc dès que parce que je pense qu'il faut faire de la différence. Moi, mes études portent sur l'histoire des Juifs de mon pays. Et donc, et les Juifs, ils sont là. Ils étaient, disons, depuis les temps les plus reculés, ils étaient là. Et donc, c'est un phénomène à étudier. Mais faire de la confusion pour dire, lorsque vous travaillez sur les Juifs, ça veut dire qu'il y a une connivence avec Israël. On a fait... tout d'abord, c'est des accusations. Alors qu'au niveau... Moi, je suis un homme public depuis 50 ans. J'ai mes engagements politiques. Je suis connu comme militant de gauche, qui a toujours soutenu la cause palestinienne, toujours favorable pour qu'il y ait... que les Palestiniens aient leurs droits nationaux,
qu'ils aient leur propre État. Donc, ma vision, c'est qu'il s'agit d'une question coloniale, que la politique israélienne, elle est en train de mener une politique génocidaire, elle est en train de coloniser des terres qui ne lui appartiennent pas. Gaza n'appartient pas aux Israéliens. Alors, j'ai envie de vous faire entendre un extrait d'une interview qu'on a réalisée avec Sophie Bessis il y a quelques semaines. Donc, Sophie Bessis, évidemment, vous la connaissez bien. Elle est historienne tunisienne d'origine juive, justement. Elle a publié récemment La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Et elle nous parle dans cet extrait des liens entre la montée de l'extrême droite en Europe, mais aussi aux États-Unis, et la montée de l'extrémisme islamiste, et le fait qu'effectivement, il y a une manipulation en fait un peu de ces concepts de judéo-chrétiens, et essayer de montrer que ces populations sont toujours uniques. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que l'extrême droite, les extrêmes droites européennes, qui ont toutes, je dis bien toutes, une dimension antisémite. Quand on regarde leur généalogie, elles se le font commerce. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont les soutiens les plus inconditionnels de la politique israélienne, pour des raisons relativement simples, en fait. D'une part, évidemment, ce soutien à la politique israélienne, aujourd'hui, qui est absolument indéfendable, il ne faut pas l'oublier, indéfendable sous tous ses aspects, ce soutien permet de les exonérer de leur tradition antisémite, bien sûr. Et puis, il y a une deuxième raison extrêmement importante, me semble-t-il, c'est que les héritages ne comptent plus par rapport à la parenté idéologique. Aujourd'hui, il y a un international néofasciste en formation dans le monde, dont les extrêmes droites européennes sont évidemment les piliers, mais l'extrême droite israélienne fait partie de cet international néofasciste. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce sont les fascistes qui sont au pouvoir en Israël. Bon, l'extrême droite, on peut dire extrême droite pour rester poli, si vous voulez, bien sûr. Donc, il y a évidemment cette parenté idéologique avec l'extrême droite israélienne, fait que les extrêmes droites occidentales, qu'elles soient européennes ou nord-américaines, évidemment, sont dans une familiarité totale avec les fondamentaux de l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire la construction d'une nation ethnocentriste, fondée sur une religion, sur une ethnie, même si on l'invente. Et voilà. Et donc là, vous voyez les parentés entre toutes les extrêmes droites mondiales, en réalité. Et enfin, ça sert aussi à l'extrémisme musulman. Alors, qui le récupère, on va dire. Voilà. C'est plus juste de dire que dans le monde arabo-musulman, il y a eu, de la part de certains secteurs de l'opinion, une récupération de ce terme, d'abord par réactivité, si je puis dire, à l'exclusion européenne, dans la mesure c'est puisque l'Europe est judéo-chrétienne et que vous nous traitez comme des autres, il y a une sorte de renversement du stigmate. Oui, effectivement, nous ne sommes pas judéo-chrétiens. Nous ne sommes pas judéo-chrétiens. Et puis, il ne faut pas oublier aussi l'importance qu'a eu le sionisme chrétien dans l'histoire du soutien à Israël. Et donc, effectivement, dans le monde arabo-musulman, c'est une façon de dire Israël nous est étranger. Cette implantation d'un État juif, donc occidental, au cœur du monde arabe, est une brûlure, au sein du monde arabe. Et puis, bien sûr, dans la mesure où tous les nationalismes se ressemblent, et tous les nationalismes sont porteurs d'exclusion, les nationalismes ont un fantasme, quel qu'il soit, allez les chercher où vous voudrez, ont un fantasme, c'est la construction d'une nation homogène, sans altérité, sans différence interne. Et comme le sionisme, les nationalismes arabes, donc, ont tenté de construire ces nations homogènes. Et donc, ont exclu de ce fantasme de l'homogénéité toute altérité interne. Et les judaïsmes, et il y a eu un judaïsme oriental extrêmement important au cours de l'histoire, au fond qui a disparu dont vous êtes issu assez récemment,
il y a une cinquantaine d'années, c'est pas vieux, eh bien, ça a permis effectivement aux pays arabo-musulmans de rompre avec leur part juive. Ben voilà, je voulais juste vous faire réagir par rapport à cet extrait, Oui, Sophie. c'est une amie historienne tuniso-française, donc de famille communiste. Donc, ses parents ont contribué grandement à la Tunisie d'aujourd'hui. Donc, et comme elle le dit, donc elle agit en historienne, donc c'est au-delà de son origine juive. Donc c'est l'historienne qui parle, qui analyse et qui montre que c'est une imposture. Donc en historien, nous savons que les Juifs n'étaient pas les bienvenus pendant des siècles, et non pas de siècles. C'est au XXe, les massacres où sont passés les millions, lorsqu'on parle de millions de Juifs, donc c'est bien en Europe. Donc ça s'est pas passé en Orient ni en Tunisie. Donc d'où l'idée, évidemment l'instrumentalisation, comme le dit bien, c'est comme pour dire qu'aujourd'hui les Juifs et les chrétiens sont ensemble en Europe, et ceux qui les parias, ceux qui ne sont pas, c'est les musulmans. Mais au-delà, donc c'est confondre, faire la confusion de dire que tous les musulmans vivant en Europe sont des islamistes. Donc en faire d'eux des ennemis intérieurs à l'intérieur de l'Europe, et qu'ils n'ont plus de place, alors que évidemment l'immigration, elle est entre les pays européens eux-mêmes, les Européens sont allés aux États-Unis, les Italiens sont venus en Tunisie, donc tout ça. Donc c'est un mouvement cyclique en fonction des aspects politiques, économiques, donc, et analyser tout ça. Donc il y a eu toujours ces déplacements. Brodel qualifier la mer Méditerranée de plaine liquide. Donc c'est un mouvement interminable. Des fois, aujourd'hui, on veut aller du sud vers le nord, mais pendant longtemps, il y a un ami italien fait un film qui s'appelle Tunisie, terre promise. Pour les Siciliens, c'est la terre promise. Pour les Maltais au XIXe siècle, ils voulaient venir en Tunisie. Ils imaginaient que c'est un pays où ils pouvaient faire leur vie. C'est normal. Bon, donc c'est le dit bien, donc ce sont des instrumentalisations. Mais comment imaginer, c'est-à-dire toute l'extrême droite européenne qui aujourd'hui elle parle des islamistes. Avant, elle ne parlait que des juifs. Donc elle parlait elle était antisémite pendant des siècles. Et donc, sous son regard, ça s'est passé, les actes abominables, la destruction, la Shoah. Enfin, et maintenant, on vient dire que non, voilà. Donc, c'est en fait aussi parce que l'extrême droite européenne était colonialiste. Et donc, elle n'a pas de mal à voir la colonisation. Au contraire, peut-être qu'ils disent que c'est mieux pour les Palestiniens que la colonisation revienne à Gaza. Parce que, donc, c'est-à-dire eux, ils ne sont pas dérangés que Trump dise qu'ils vont faire la Riviera ou va faire. Donc peut-être, on va dire que peut-être les Palestiniens vont profiter. On imagine dans ce retour. Et c'est beaucoup de ressemblances. On a dit, on va faire un comité international. C'est comme si on parle du mandat britannique qui a été fait, ou la Palestine qui était sous mandat à partir de 1922 jusqu'à 1948. Donc l'extrême droite, elle est colonialiste. Pas l'extrême, même la droite. Et donc c'est pour cela qu'elle voit tout ça pour dire que peut-être c'est mieux. Donc peut-être ils vont mourir quelques-uns, ou bien mais ça va, c'est par là que, disons, l'évolution va se faire, comme ça a été fait en Algérie, ça a été fait en Tunisie, et on vient vous dire que la colonisation était porteuse de bien de choses importantes pour ces pays-là. Donc je partage entièrement, c'est là une réflexion d'historienne, au-delà de nos origines culturelles ou religieuses. Mais oui. D'où l'importance de rappeler finalement l'histoire et de rappeler cette histoire des migrations, oui, cette histoire des mouvements, oui. cette richesse aussi plurielle, que ce soit de la Tunisie ou d'autres, mais c'est vrai que des collections comme la vôtre, Tunisie plurielle, donc au sein des éditions Sontillana, c'est évidemment l'importance de rappeler tout ça. Ça nous permet peut-être aussi d'être un outil de lutte contre l'extrême droite.
Oui, voilà, je le fais en tant qu'historien, évidemment, libre à ceux qui... Parce que le problème, c'est que le drame, c'est la réduction. Donc, ces visions réductrices et l'ignorance laissent les gens... donc, c'est le rôle de l'historien d'étudier objectivement. Je ne cherche ni à c'est-à-dire à glorifier, ni à oublier. Donc, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Bon, ce sont des groupes minoritaires, mais qui ont joué pleinement leur rôle dans l'histoire des pays, et il est important de le rappeler. Tout cela n'est possible qu'avec les libertés académiques qui font partie fondamentale des libertés publiques. Ouais, liberté académique, liberté scientifique qui sont, on le sait, attaquées aujourd'hui et que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Tunisie, un peu partout, mais en tout cas important de rappeler la défense de ces libertés. Merci beaucoup Habib Kasdarli. Je rappelle donc le titre de vos 2 derniers livres, donc Les Juifs, nos frères en la patrie, études et documents sur les Juifs de Tunisie. Donc c'est publié aux éditions Santillana dans cette fameuse collection Tunisie plurielle dont on a parlé, et les communistes en Tunisie, leur lutte pour l'indépendance, la liberté et la justice sociale. Ça, c'est publié aux éditions Nirvana. Donc voilà, c'est pour vos 2 derniers ouvrages qu'on invite, on invite les auditeurs évidemment à se plonger dedans pour découvrir tous les détails de ces histoires très riches. Merci beaucoup Habib Kasdarli et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.